messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, félicite son homologue éthiopienne à l'occasion de la fête nationale. Toujours dans l'actualité nationale, intensification de la lutte contre la contrebande, saisie record de 4. Et enfin, dans l'actualité internationale, tempête, inondations et vagues de chaleur dévastatrices, ravages climatiques en Asie du Sud. Nous le verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses chaleureuses félicitations à la présidente Sahle Work Zewde et au peuple éthiopien à l'occasion de leur fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer notre solidarité et notre fraternité avec la nation sœur de l'Éthiopie, a écrit le président Guelleh dans ce télégramme de félicitations. Il a souligné son espoir pour le développement continu de l'Éthiopie, mettant en avant l'histoire, la culture et le destin économique commun entre les deux pays. Soyez assurée, Madame la Présidente, que le peuple et le gouvernement de Djibouti fourniront toujours la coopération nécessaire pour renforcer nos relations exceptionnelles qui servent de modèle pour l'ensemble du continent africain, a ajouté le président Guelleh, réitérant ses meilleurs vœux à tout le peuple éthiopien et à nos frères et amis. Un message similaire a également été envoyé au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi, au Kenya. La délégation djiboutienne, conduite par M. Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances de Djibouti, a visité le nouveau siège de la Trade Development Bank. Cette visite a eu lieu sur invitation de M. Adamsou Tadesse, président de la TDB plutôt. La rencontre s'est tenue dans une ambiance chaleureuse et productive, marquée par une visite guidée des installations modernes au siège, suivie d'un déjeuner de travail. M. Adamas Tadus a exprimé sa gratitude envers Djibouti pour son soutien constant à la TDB, particulièrement durant ses phases de restructuration et d'expansion. Il a souligné que le soutien de Djibouti a été crucial dans le renforcement des capacités de la banque, permettant ainsi ces dernières de diversifier et d'augmenter considérablement son portefeuille. Le ministre, M. Ilyas Moussa Dawale, quant à lui, félicitait la direction de la banque pour ses remarquables résultats obtenus au cours des 10 dernières années. Il a noté avec satisfaction la croissance et la performance de la banque, exhortant cette dernière à intensifier son engagement dans le développement économique de Djibouti. M. Dawale a souligné l'importance de la participation de la TDB dans le financement des projets tant publics que privés dans son pays afin de soutenir les ambitions du développement national. La TDB Bank a démontré une capacité impressionnante à évoluer et à s'adapter aux besoins de ses membres. Nous espérons, a-t-il dit, voir une implication accrue de la banque dans les projets de développement à Djibouti, a déclaré le ministre. Il a également mentionné l'importance stratégique de Djibouti en tant que membre du COMESA et son rôle crucial dans le commerce régional. La visite a permis de renforcer les liens entre la TBD et tout en ouvrant des nouvelles perspectives de collaboration pour soutenir le développement économique durable dans la région. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Djibouti pour attirer les investissements, promouvoir des partenariats stratégiques avec des institutions financières régionales. La Trade Development Bank, grâce à ses réformes et à son dynamisme, continue à jouer un rôle clé dans le financement du développement en Afrique de l'Est et au-delà, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement des pays membres de la COMESA. Et on reste toujours au Kenya, où le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale, a participé toujours en marge du sommet de la Banque africaine de développement à la 20e réunion ministérielle de l'initiative de la Corne d'Afrique, co-présidée par M. Ahmed Shide, ministre des Finances de l'Éthiopie. Cette rencontre a souligné l'importance des partenariats pour un développement durable dans les régions. Les ministres ont remercié, rappelons-le, leurs partenaires de développement dans la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la BMC allemande, la BCDO britannique et la Banque mondiale pour leur soutien ayant permis de mobiliser 10 milliards de dollars pour les projets de l'Ohio
Les interventions honorables d'Andrew Mitchell, de Mme Brigitte Pickel ont été particulièrement appréciées. L'IGAD a également reçu des remerciements pour son soutien. Les ministres ont encouragé d'autres partenaires comme les Pays-Bas à rejoindre l'initiative. La réunion a évalué les performances des projets, notant que 75% ont obtenu des résultats satisfaisants mais nécessitent des améliorations. Les discussions ont aussi porté sur la feuille de route des zones frontalières adoptée en octobre 2023, mettant en avant le développement énergétique et la gestion de l'eau. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à transformer cette feuille de route en un programme phare. Les ministres ont exprimé leur solidarité avec le peuple soudanais, confirmant que la prochaine réunion se concentrera sur le financement innovant et encourage la mobilisation continue des ressources. La prochaine réunion ministérielle coprésidée par la Banque mondiale se tiendra en octobre prochain à Washington. Cette rencontre marque une étape cruciale pour la coopération régionale dans la Corne de l'Afrique, visant à renforcer les capacités de mise en œuvre et à répondre aux défis économiques et climatiques. Tout à fait autre chose cette fois-ci, le CERD, en partenariat avec l'IRD, a organisé un atelier de sensibilisation de la science à la science ouverte et à la gestion des données à Djibouti. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les chercheurs responsables des laboratoires, tout cadre impliqué dans la gestion des données aux enjeux de la science ouverte à Djibouti. L'atelier de sensibilisation à la science ouverte, première à son genre, a vu la participation des chercheurs nationaux, des responsables de laboratoires, ainsi que des cadres des différents départements concernés. Durant cet atelier, la formation a été dispensée par des différents experts du CNRS, de l'IRD, à laquelle plusieurs thématiques concernant la science ouverte et la gestion des données ont été abordées, ayant pour but de prendre connaissance de la notion des sciences ouvertes et de ses enjeux, de bénéficier pour les scientifiques à la société. Cet atelier se poursuivra jusqu'au 30 mai prochain. Aux réglementations et aux attentes locales mais internationales aussi, mobilité et formation in situ sur la gestion et la diffusion des données de recherche liées aux publications et ateliers de réflexion sur les ouvertures des publications et des données. Donc j'espère que vous trouverez quelques réponses pendant ces 2 prochains jours. Mise en réseau également, l'important c'est de mettre en réseau les acteurs internationaux et prioriser une priorisation sur les enjeux du développement les plus critiques pour lesquels toute la planète est concernée, à savoir l'adaptation climatique, la préservation de la biodiversité et l'environnement durable. Dans ce contexte, donc, je suis heureux et fier que l'IRD puisse contribuer à sensibiliser à la science ouverte et à la gestion des données. Cet atelier a pu voir le jour grâce à une mobilisation dynamique du CERD, notamment grâce au docteur Jaloudine et son équipe, que nous remercions très chaleureusement, grâce à l'IRD, sans oublier l'IRD, notamment à la disponibilité et à la présence du directeur de la mission de la science ouverte, à savoir docteur Jean-Christophe Desconnet. Dans son allocution, le directeur général du CERD a précisé que les échanges entre les partenaires autour des attentes en matière de sciences ouvertes et de gestion des données scientifiques à Djibouti est une chose très importante. Écoutons-le. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir au Centre d'études et de recherche de Djibouti pour un atelier de sensibilisation, de formation. Et c'est pour cela que je suis vraiment très honoré de vous avoir tous ici, nos partenaires de Djibouti, pour participer à quelque chose qui va sans doute être un des piliers de notre coopération et partenariat par la suite. Nous avons aussi l'honneur pour cet atelier de recevoir à Djibouti Paul-André Calatayud, qui est le représentant de l'IRD à Nairobi et pour la région de l'Afrique de l'Est, pour animer cet atelier, avec Jean-Christophe Desconnet, qui nous vient donc de Marseille, et qui est directeur donc sur le programme ou mission Sciences ouvertes à l'IRD. Et ils ont donc en appui, vous allez le voir au cours de cet atelier,
l'intervention de plusieurs autres chercheurs et spécialistes en visioconférence. Les sciences ouvertes, comme l'a rappelé brièvement Abdourahmane, c'est l'opportunité qui nous est donnée tous, scientifiques ou développeurs dans les programmes de développement des ministères et d'autres au niveau des ONG, toute production de données qui puisse être mise à la disposition de tout utilisateur, quel qu'il soit. Écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur. Que la science n'a pas de patrie, parce que le savoir est un patrimoine de l'humanité. Il est le flambeau qui éclaire le monde. Alors si j'ai choisi cette citation qui me revient souvent, c'est parce que je pense que plus que jamais, l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans cette idée de patrimoine de l'humanité, de flambeau qui éclaire l'humanité ou le monde. Alors, patrimoine de l'humanité, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les programmes de changement climatique, ce qui nous affecte tous les jours, et à travers les médias, on le voit, les fortes chaleurs, les inondations, les sécheresses, les mortalités, je dirais, un peu partout dans le monde, les impacts sur la survie des êtres humains, mais également de la biodiversité, font qu'on ne peut pas se passer de science, et que la recherche doit être mise à disposition, les résultats de la recherche doivent être mis à disposition de tout le monde. Donc, bienvenue à cet atelier et très heureux de l'accueillir à Djibouti parce que, avec nos partenaires, avec le CERD, l'université, l'ISS, on compte faire d'autres événements pour inviter des chercheurs de la région. Nous voulons également que Djibouti, en partenariat avec l'IRD, joue ce rôle, je dirais, de diffusion de l'information encouragée dans la région. Alors avec nos partenaires, bien sûr, des pays voisins, de l'IGAD, mais également aller au-delà. J'ai eu la chance de voyager dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest et de parler avec eux de ces aspects-là. Et souvent, on est étonné de voir qu'on a toujours, quelque part, si on peut se satisfaire, un pas d'avance. Un pas d'avance, on l'a vu dans le cadre des archives au niveau de la présidence, la mise en place donc des archives de l'État. Et je pense que ce travail que nous faisons sur les sciences ouvertes va nous permettre également de passer ce cap, de montrer que Djibouti peut être en avant d'idées innovantes, innovatrices, avec des partenaires fiables comme l'IRD. Autre actualité nationale, lancée en 2023 à l'initiative du ministère de l'Europe des Affaires étrangères en partenariat avec l'agence Campus France, les journées France Alumni Days mettent en l'honneur les diplômés de l'enseignement supérieur français et leur réalisation sur 5 continents à Djibouti. Campus France Djibouti, qui existe depuis 2017, a organisé une série d'événements du 26 au 28 mai à l'Université de Djibouti. Le 26 mai, au matin, 5 anciens étudiants qui aujourd'hui occupent des postes importants sur leur terre natale ont témoigné de leur expérience d'étudiants, de stagiaires et de premier emploi en France. Ces témoignages authentiques, denses parfois, touchants, étaient très instructifs pour les étudiants de l'université qui étaient venus nombreux. Il était surtout question d'acclimatisation, d'opiniâtre. Il était question de cette chance que représentent ces études en France, d'amitié et de parcours d'excellence. Le 27 mai, Campus France Djibouti a organisé à l'Institut français de Djibouti une rencontre avec les professionnels. L'occasion pour les étudiants de consolider leurs connaissances des employeurs et pour les employeurs d'être attractifs. Du théâtre, un café alumni, un karaoké était aussi au programme. Des séances de cinéma ont été offertes dans la continuité de la célébration des Alumni Days en 2024 à Djibouti. La France, déjà terre d'accueil de plus d'1 millier d'étudiants djiboutiens, accueille chaque année environ 200 nouveaux étudiants, souhaite en attirer davantage. Les étudiants font une demande spécifique d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Le service est en ligne pour toutes les démarches. La plateforme Études en France permet d'entendre et d'entreprendre l'ensemble des démarches d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. L'espace Campus France accueille les étudiants pour toutes leurs questions à l'Institut français de Djibouti. Et nous avons avec nous M. Philippe Kriwenski de Campus France. Bonjour M. Philippe.
Bonjour. Eh bien, ma première question, c'est les Alumni Days ont eu lieu cette semaine. Qu'avez-vous fait à Djibouti à cette occasion? Parlez-nous de Campus France. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre invitation et pour nous permettre de pouvoir un petit peu communiquer sur ce que l'on a fait. Donc comme partout dans le monde, Djibouti n'a pas dérogé à la règle et a réalisé et a célébré les alumni. Donc d'abord une petite définition, qu'est-ce que c'est qu'un alumni? Eh bien, un alumni, c'est un ancien élève qui a fait ses études dans des grandes universités ou dans des grandes écoles d'excellence françaises. La première journée, effectivement, dimanche matin, qui a eu lieu à l'université de Djibouti, a permis de mettre en valeur des témoignages, des partages d'expériences d'anciens alumni qui ont aujourd'hui une place prépondérante dans des grands établissements ou dans des grandes institutions djiboutiennes. Et puis une deuxième journée consacrée aux rencontres de jeunes étudiants qui aujourd'hui ont déjà une inscription dans les établissements français et qui ont pu rencontrer des entrepreneurs et des entreprises qui comptent aujourd'hui beaucoup pour Djibouti. Donc Campus France, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un petit peu ce qui est intéressant aujourd'hui de dire, aussi de me présenter. Donc je suis Philippe Krivanski, le responsable de Campus France depuis maintenant 8 ans. Alors je ne suis pas totalement nouveau à Djibouti parce que j'ai la chance de vivre maintenant à Djibouti depuis l'an 2000 où j'ai commencé aussi à l'Institut français. À l'époque, on l'appelait le Centre culturel français Arthur Rimbaud. Voilà, c'est un petit peu la référence quelquefois pour retrouver l'établissement quand on prend un taxi. Donc Campus France, c'est quoi? C'est un réseau mondial qui est chargé de faire la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. C'est un réseau qui permet aux étudiants d'intégrer les grandes universités ou les grandes écoles pour pouvoir justement intégrer des établissements et des formations d'excellence, parce qu'aujourd'hui c'est l'excellence qui est recherchée par les étudiants étrangers. Ces diplômes, ces universités, ces établissements permettent, en délivrant des diplômes reconnus et délivrés au nom de l'État français, ce sont des diplômes qui permettent d'avoir une reconnaissance aussi internationale, qui donnent une ouverture aussi à l'employabilité pour ces étudiants, qui leur permettent de travailler dans d'autres pays à l'étranger, de travailler en France, pourquoi pas, et bien évidemment très souvent de revenir à Djibouti, parce que effectivement ça fait partie des objectifs des étudiants. Donc les étudiants qui décident aujourd'hui de faire des études viennent à l'espace Campus France et donc avec ma collègue et moi-même, nous les accompagnons. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des étudiants qui sont lâchés derrière une plateforme électronique. Il y a un véritable accompagnement, une osmose pour que l'on puisse individuellement accompagner des projets d'études qui vont les toucher. Donc vous avez un petit peu donné quelques chiffres. C'est vrai que c'est chaque année plus de 200 étudiants qui font des demandes de visa durant l'été pour partir en France. Se rajoutent d'autres étudiants qui vont partir faire des stages, passer leur terre ou faire des formations un petit peu spécifiques. Donc c'est au total quasiment 1000 étudiants qui actuellement sont 1000 étudiants djiboutiens qui sont en France et qui rejoignent les plus de 400 000 étudiants étrangers actuellement dans les établissements français. Donc ça c'est vrai que c'est un point à soulever. Ça veut dire que 100% des admis ont candidaté à travers la plateforme Études en France, qui est la plateforme à utiliser pour pouvoir candidater en France. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Candidater en France, c'est d'avoir un projet. C'est un projet que l'on construit souvent très tôt. Il faut quasiment 1 an à l'avance, que ce soit un lycéen, un étudiant, mais aussi les familles, parce que c'est important, très important aussi pour nous d'accompagner les familles, pour pouvoir justement les accompagner à l'espace Campus France, donc à l'Institut français, pour leur permettre de construire un projet académique, de construire un projet professionnel, pour pouvoir par la suite vraiment aboutir à un projet de vie, que ce soit à l'étranger et bien évidemment à Djibouti. Donc c'est pour ça que j'invite toutes les personnes, que ce soit des lycéens, des étudiants et aussi les familles, à venir nous voir dès le mois d'octobre prochain. C'est le début de la campagne pour pouvoir intégrer les universités françaises en septembre 2025. On s'y prend très à l'avance, mais c'est comme ça que l'on construit un projet de vie. Merci, M. Philippe Krivanski, et j'espère que tous les élèves sont en train d'entendre. Rappelez-le, vous l'avez dit, en octobre prochain, le Campus France sera ouvert pour les étudiants, pour les familles qui désirent continuer les études ou bien inscrire leurs enfants en France. Exactement. Merci, M. Philippe Krivanski. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Ali Saïd Mahmoud, accompagné du représentant de l'UNICEF, qui a visité aujourd'hui l'hôpital Cheikh de Balbala, en particulier le centre d'appareillage orthopédique et réadaptation. Cette visite
et visait plutôt à observer de près la prise en charge des enfants handicapés dans cette unité spécialisée. Le centre d'appareillage orthopédique de la réadaptation de l'hôpital Chero de Balbala joue un rôle essentiel dans la fourniture des soins adaptés aux enfants ayant des soins particuliers. Ce centre offre des services de réadaptation orthopédique pour améliorer la mobilité, la qualité de vie des enfants handicapés. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi une délégation d'officiers supérieurs conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui s'est rendu du 18 au 25 mai en République centrafricaine aux fins d'une visite d'inspection auprès de la JIPFU déployée à Ndélé pour la seconde année consécutive. Reportage. 25 mai 2024 en République centrafricaine. S'est rendu à Ndélé à bord d'un vol des Nations Unies le mardi 21 mai 2024 à 11h, où il a été accueilli au Tarma par le chef du bureau des Nations Unies de la localité de Ndélé, le commandant du secteur centre, le commandant de la FPU djiboutienne et ses officiers ainsi que quelques autres responsables de la MINUSCA. Tout de suite après, le colonel Zakaria Hassan Aden, accompagné de sa délégation, s'est transporté au camp FPU djiboutien où il a été dressé un piquet pour rendre les honneurs au chef d'état-major. Dans le cadre de la visite d'inspection, l'autorité militaire a rencontré à tour de rôle les différentes catégories des personnels, notamment les officiers, les médecins et les différents responsables des services logistiques. Le colonel Zakaria Hassan Aden a également accordé un moment pour rencontrer exclusivement les 18 personnels féminins du contingent. Au cours de ces échanges, les responsables des départements et les personnels féminins ont évoqué leur rôle au sein de l'unité, leur impression et leurs doléances avant de leur donner à chacun des conseils spécifiques et leur renouveler son soutien. Et la même délégation, dans le cadre de sa visite d'inspection, l'autorité militaire a rencontré à tour de rôle les différentes catégories des personnels, notamment les officiers, les médecins et les différents responsables. Reportage. La délégation a, durant son séjour à Ndélé, inspecté tous les moyens majeurs tels que les véhicules légers, les camions de transport des troupes, les blindés et les bus. D'une part, et les groupes électrogènes ainsi que les équipements individuels d'autre part. Après les moyens, le chef d'état-major a visité les dortoirs des gendarmes, le réfectoire puis l'infirmerie de l'unité prisée par tous les employés de la MINUSCA basée à Ndélé. La délégation a pris note des besoins exprimés par les divers chefs de département conformément aux instructions du chef de la délégation.
Puis le chef d'état-major a passé en revue la troupe lors de la prise d'armes organisée mercredi sur la place du rapport. Les 3 hymnes ont été entonnés, notamment celui de la Centrafrique, des Nations Unies et celui de la République de Djibouti. Reportage. Le chef d'état-major a passé en revue la troupe de la prise d'armes organisée le mercredi 22 mai 2024 sur la place du rapport où les 3 hymnes ont été entonnés, notamment celui de la Centrafrique, des Nations Unies et enfin celui de Djibouti. Puis le chef d'état-major de la gendarmerie a également transmis à la troupe les encouragements du ministre de la Défense qui les exhorte à toujours donner le meilleur d'elles-mêmes. En s'adressant aux 18 personnels féminins du contingent qu'il a félicité au passage pour leur dévouement, le colonel Zakaria Hassan Aden a affirmé son admiration par rapport à leur courage et abnégation. Écoutons-le. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui au sein de la MINUSCA à Ndélé, de votre base de Ndélé, honorant l'engagement que je vous avais fait lors de votre départ de Djibouti. Pour cette visite aujourd'hui, au-delà de son aspect professionnel, je voudrais vous témoigner mon soutien total et constant pour vous permettre de servir dans les meilleures des conditions et dans le strict respect des standards requis par les Nations Unies. L'engagement de notre FPU, une première dans l'histoire de notre institution matérialiste, la confiance de l'Organisation des Nations Unies placée en la République de Djibouti et en la gendarmerie djiboutienne. Vous comprendrez dès lors l'importance des attentes dans votre manière de servir. Il ne devra souffrir d'aucun reproche, d'aucun manquement et d'aucune carence.
malgré la complexité de vos tâches et l'exigence des opérations de maintien de la paix. Pour ma part, tenant compte du fait que vous avez été trié sur le volet sélectionné pour vos aptitudes, je reste confiant quant à la qualité de votre engagement qui restera, j'en suis convaincu, professionnel, efficace, juste et impartial, perpétuellement guidé par votre statut de représentant de premier rang de toute nation, la République de Djibouti. Vous devez avoir à ce jour compris que l'un des piliers fondamentaux du mandat de la MINUSCA est la protection des civils. Toute votre action devra être guidée par cet objectif prioritaire de protection de la frange la plus vulnérable de la population. Les civils qui restent les principales victimes des conflits. Par ailleurs, le succès de votre mission dépendra grandement des rapports que vous saurez tisser avec les sections substantives de la MINUSCA, et les forces et contingents amis, mais surtout avec les forces de sécurité locales. Je tiens à dire tout mon estime aux 8 personnels féminins de notre contingent. L'apport significatif des femmes dans une zone marquée par des conflits est reconnu au plus haut des Nations Unies. Je vous adresse mes particulières félicitations pour votre force de caractère, votre professionnalisme et votre capacité à s'adapter aux exigences de cet environnement complexe. En démontrant vos compétences, vous avez prouvé que vous méritez amplement votre place au sein de la FPU. Vous avez mon appui, à mon entière confiance. Avant de terminer, sachez tous que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous transmet ses chaleureuses salutations et ses vives chaleureuses salutations et ses vives félicitations pour le sérieux dont vous faites preuve depuis le début de votre mission. Le Président de la République sait le rôle représentatif que vous endossez ici et vous acquitté toujours montre une discipline impeccable et de la rigueur propre à la gendarmerie nationale. Enfin, il vous témoigne toute sa confiance et son soutien total. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, vous transmet également ses salutations et salue la qualité de votre engagement. Il vous souhaite plein succès dans votre mission et vous invite à continuer à donner le meilleur de vous-même. Que Dieu vous protège tous et que notre engagement commun porte des résultats durables. Eh bien, le commandant du FPU a organisé un collectif au profit du chef d'état-major et sa délégation qui ont également été conviés à ce moment convivial. Le préfet, le maire et le commandant de l'unité d'intervention rapide tunisienne ainsi que le commandant du bataillon pakistanais et du commandant des forces de sécurité et de défense centrafricaines. Reportage. Dans la soirée du mercredi 22 mai, le commandant de la FPU a organisé un collectif au profit du chef d'état-major et sa délégation.
Ont également été conviés à ce moment convivial le préfet, le maire, le commandant de l'unité d'intervention rapide tunisienne, le commandant du bataillon pakistanais et des commandants des forces de sécurité et de défense centrafricaines. Le préfet de Ndélé a même tenu un discours dans lequel il cite les mérites de l'unité et ses accomplissements. Enfin, une photo de groupe et des échanges de cadeaux ont clôturé le dîner. Au nom du gouvernement centrafricain que j'ai l'honneur de représenter ici dans la préfecture de Bamingui-Bangoron, j'adresse mes vifs et sincères remerciements pour la coopération qui a existé entre nos deux pays frères, SDA. Les multiples patrouilles et opérations de dissuasion et de sécurité menées par le contingent djiboutien de la MINUSCA ont fortement contribué à la réduction des violences communautaires et de criminalité à Ndélé. La population tout entière en est très reconnaissante et n'oubliera jamais ce contingent. Comme je venais de vous le dire, s'il s'agit de donner une note, je donnerai 19 sur 20 à ce contingent. Autre actualité, dans ce 15h, c'est aussi le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, M. Douala Saïd Mahamoud, accompagné du représentant de l'UNICEF qui a visité aujourd'hui l'hôpital Cheikhou de Balbala, en particulier le centre d'appareillage, d'orthopédie et de réadaptation. Cette visite visait à observer de près la prise en charge des enfants handicapés dans cette unité spécialisée. Le centre d'appareillage orthopédique de réadaptation de l'hôpital Cheikhou de Balbala joue un rôle essentiel dans la fourniture des soins adaptés aux enfants ayant des besoins particuliers. Ce centre offre des services de réadaptation de appareillage orthopédique pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des enfants handicapés. Au cours de la visite, une démonstration a été organisée pour présenter les différentes techniques et traitements utilisés dans la prise en charge des enfants. Cette démonstration a permis de mettre en lumière le travail dévoué du personnel médical, paramédical du centre, ainsi que les progrès réalisés grâce aux collaborations avec des partenaires tels que l'UNICEF. L'équipe avec l'appui des ANPH, mais aussi tous les techniciens qui travaillent ici. Et je voudrais vous applaudir vraiment. Vous êtes excellents, formidables et grandes félicitations. Ça vient du fond de mon cœur et ça m'a beaucoup touchée. Et comptez sur l'UNICEF, on est à côté de vous, on est avec vous et on supporte bien sûr surtout les enfants qui souffrent d'un handicap. Autre actualité, je vous disais dans le titre, l'Institut d'études diplomatiques a abrité aujourd'hui la clôture de la conférence présidée par le directeur de l'Institut d'études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader. Ce séminaire qui avait pour objectif le renforcement des capacités des participants dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et l'Institut d'études diplomatiques ont élaboré ensemble le projet intitulé « Diplomatie internationale ». Ce séminaire sur la diplomatie djiboutienne face aux institutions internationales et régionales va explorer plutôt le rôle de la diplomatie multilatérale face aux défis globaux et locaux animés par le professeur Mohamed Zakaria Abdelouhab et M. Ahmed Areta Ali. Les participants avaient l'occasion d'explorer des thèmes comme la migration, le développement, la paix, la sécurité alimentaire, mais aussi des enseignements sur le fonctionnement des institutions multilatérales comme l'Union européenne. Rappelons que les Nations Unies et l'Union africaine, pour la rappeler, la diplomatie, c'est l'art de dialoguer, de négocier, de construire des ponts entre les nations. Écoutons le directeur général de l'Institut des études diplomatiques. Depuis sa création, notre centre s'est engagé à promouvoir la compréhension et l'analyse des enjeux mondiaux, à former des diplomates compétents et à contribuer au dialogue international. Aujourd'hui, alors que nous nous penchons sur une décennie d'accomplissements, nous pouvons être fiers du chemin parcouru et des défis relevés.
la géopolitique et la géoéconomie sont des domaines en constante évolution, qui façonnent par des forces multiples telles que les changements technologiques, les rivalités régionales, les crises environnementales et les dynamiques économiques mondiales. En tant qu'institut des études diplomatiques dédié à la diplomatie, il est de notre devoir de comprendre ces tendances, d'analyser leur multiplication et de trouver des solutions innovantes pour répondre aux défis de notre époque. Au cours de ces 10 dernières années, nos enseignants et nos étudiants ont contribué de manière significative à cette mission. Leurs travaux ont éclairé les décisions sur des questions cruciales: changement climatique, migration, les conflits régionaux et la montée en puissance des nouvelles technologies. Leur expertise a renforcé la diplomatie de notre pays et a contribué à forger les partenariats solides internationaux. Toujours dans l'actualité nationale, la secrétaire générale du secrétariat chargé des sports, Mme Khalidja Ibrahim Idriss, s'est rendue sur l'île Moucha pour une inspection minutieuse en vue de l'organisation prochaine des Jeux de la grande chasse au trésor, accompagnée des directeurs des 4 départements de l'équipe a entrepris un examen approfondi sur le site. Ils ont éliminé l'espace de jeu, identifié et marqué les emplacements où se dérouleront les différentes épreuves. Cette préparation rigoureuse est essentielle pour assurer le bon déroulement de l'événement et garantir la sécurité des participants. Il faut que la grande chasse au trésor, prévue pour le samedi 8 juin prochain, s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 20 ans. Ces derniers seront regroupés en 8 et devront relever divers défis pour découvrir le trésor caché. Ce jeu promet d'être une aventure passionnante, mêlant esprit d'équipe, stratégie et ingéniosité. Ainsi, l'objectif de cette initiative est de promouvoir l'activité physique de l'esprit d'aventure parmi les jeunes en choisissant l'île Moucha comme cadre. Les organisateurs espèrent également sensibiliser les participants à la beauté et à la préservation. Faits divers à présent, dans le cadre de la lutte continue de la contrebande sous la supervision du chef de la division d'Ali Sébié, une opération conjointe menée à la douane d'Ali Sébié. La police a permis de mettre la main sur une cargaison importante de contrebande. L'intervention qui s'est déroulée en préfecture, c'est en présence du chef du département de la douane. Ainsi, les éléments ont immédiatement procédé à l'incinération des marchandises saisies dans l'enceinte de la caserne militaire. Dans le cadre de la lutte continue de cette contrebande sous la supervision du chef de la division de la douane de Dikil, une opération conjointe menée par la douane de Dikil a frappé à main sur une cargaison importante de cartes de contrebande. L'intervention qui s'est allée en périphérie de la sous-préfecture de Mouloud a abouti à la saisie de 1 tonne, je le répète, 1 tonne de cartes d'une valeur estimée à 1 million de francs Djibouti. Rappelons que c'est en présence du chef du département que la présence du département de la police, que le capitaine Suleiman Farhadawi, chef de division de la douane d'Ikil, l'inspecteur Aden Bouré et Abdi, accompagné du chef de la brigade de douane, Omar Moussa de la douane, ainsi que les éléments de la police de l'armée, ont incinéré
en l'enceinte de la caserne militaire. Cette opération marque une étape significative dans les efforts des autorités locales pour éradiquer la contrebande et protéger l'économie locale. Les responsables ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur action pour garantir la sécurité et la prospérité de la région. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.